Une fois encore, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'évaluation des besoins en matière de renforcement des capacités pour utiliser l'ISN. C'est l'initiative sur l'APA qui a organisé ce webinaire en collaboration avec l'Afrique du Sud, la Norvège et la Commission de l'Union africaine. Nous allons commencer par une introduction, une première présentation qui vous sera faite sur le contexte et qui vous expliquera les discussions en cours dans la CDP, les protocoles et autres forums. Ensuite, nous aurons une présentation sur l'état actuel des capacités et certaines informations au sujet de la production et du téléchargement de l'ISN pour savoir de quelle capacité nous parlons. C'est mon collègue Hartmut Meyer qui va s'en charger. Et puis ensuite, nous aurons une discussion en table ronde qui fait appel à des experts qui travaillent avec l'ISN. Et ensuite, nous aurons une séance de questions-réponses. Apparemment, nous avons un petit problème avec l'affichage des présentations. Mais pour ce qui est de l'introduction, eh bien, j'en ai maintenant terminé. Et je vais demander au professeur Tim Hodges de l'Université de McGill, que vous connaissez peut-être déjà. Précédemment, en effet, il a été coprésident du groupe de travail sur le protocole de Nagoya. Et il a une expérience considérable de ces forums internationaux. Il va partager ses points de vue sur le contexte, à savoir ce qu'il nous faudra prendre en compte lorsque nous allons parler de renforcement des capacités par rapport aux conventions, par rapport à l'ISN, comme on a pu s'en rendre compte dans la discussion jusqu'à présent au sujet des différentes options politiques qui s'offrent. Et un des éléments très importants, c'est qu'il y a des améliorations apportées au niveau du renforcement des capacités. Tim, vous avez la parole. Merci beaucoup, Suel, de ces remarques. J'espère que ma présentation s'est bien affichée. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Avant que je ne commence ma brève présentation, je voudrais signaler le fait que je parle en ma capacité personnelle sur la base de mon expérience de nombreuses années au sujet de toutes ces questions autour de la diversité biologique. Je voudrais d'emblée vous dire que pendant des années, j'étais très étonnée que le lien entre la CDB, le protocole de Carthagène et celui de Nagoya, donc le lien entre la biotechnologie, la biosécurité, le partage des avantages et le renforcement des capacités, tous ces liens, à mon avis, ont été en fait laissés pour compte, peut-être pas de façon délibérée, mais laissés pour compte tout de même de la part des parties contractantes, mais aussi des autres parties prenantes. On m'a demandé de parler de ce contexte
de l'ISN. Je ne suis pas moi-même expert en ISN, comme beaucoup d'entre vous le seront peut-être, de ceux qui participent à ce webinaire. Alors, je m'en excuse pour vous. Ce que je vais dire sera peut-être trop théorique et trop rétrospectif. Mais faites preuve de patience. Je ne vais pas vous faire un cours magistral. Et comme beaucoup l'ont dit, on ne peut pas savoir comment aller de l'avant si on ne sait pas où on était auparavant. Alors, les objectifs de la Convention, on les connaît très bien. On sait aussi qu'on a tendance, pour beaucoup d'entre nous, à donner plus d'importance à un objectif par rapport aux autres, soit la conservation, soit le partage des avantages. Et pour moi, ceci me semble être une mauvaise approche parce que, à mon sens, les trois objectifs sont inséparables. Et ce sont des éléments symbiotiques qui ne peuvent pas être séparés les uns par rapport aux autres. Et pourtant, ceci a peut-être été le cas dans le passé, mais à mon avis, ça n'apporte pas grand-chose de le faire. Comme vous le savez, dans les gouvernements, on a tendance à compartimentaliser et on se prépare à discuter, par exemple, des questions émergentes comme l'ISN, en ayant tendance à mettre les différents éléments dans des silos isolés. Et cette compartimentalisation n'est pas productrice. En tous les cas, par rapport à ce qu'on veut obtenir comme résultat et comme objectif. Alors, brièvement, même après une trentaine d'années, depuis que la Convention est entrée en vigueur, nous continuons à avoir différents points de vue quant à la façon dont elle a été négociée, mise en vigueur, et quelle a été la nature des grands compromis qui ont amené à son adoption. Il y a, à mon avis, trois points de vue quant à ces compromis que je vous ai mis à gauche. Et puis, d'autre part, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on continue d'avoir différentes interprétations et ces différences sont légitimes, certes. Personne n'a raison et personne n'a tort. Mais si vous essayez de réfléchir aux résultats de ces différences, quand on essaye d'interpréter les questions émergentes ou même les articles de la Convention, on aboutit à des divergences de vues, qu'elles soient légitimes ou pas. Je voudrais simplement vous rappeler que lorsque la Convention a été négociée, nous étions dans la révolution verte. On parlait de la biotechnologie comme étant un outil pour transcrire la biodiversité en valeur. On avait besoin des outils à disposition dans le Nord qui devaient être mis à disposition du Sud, comme la biotechnologie, par exemple. Moi, ce que je pense de la Convention, c'est qu'elle était concentrée sur des choses physiques. Et c'est comme ça qu'on a envisagé les choses, moi aussi d'ailleurs. Par exemple, la biosécurité, le transfert des technologies et le renforcement des capacités lorsque je négociais la Convention pour le compte du Canada. Moi, je pensais que c'était pour des éléments physiques. Mais plus récemment, lorsque j'ai examiné la Convention, je me suis rendu compte qu'en fait, la CDB ne sous-estime pas l'importance de l'information et j'y reviendrai à l'instant. Alors, la Convention porte sur la biodiversité, mais ça ne dit pas grand-chose de ce qu'elle est censée accomplir. Et j'ai ici énuméré un certain nombre de thèmes dont la Convention s'occupe et essaye de régler. Et ici,
À mon idée, la CDB concerne le développement durable. Au niveau du concept, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe dans la Convention et d'avoir une discussion et une interaction avec d'autres forats si on comprend que la CDB n'est pas uniquement à propos du développement durable. Pendant le week-end, j'ai eu la possibilité de relire le préambule de la Convention, ce que je n'avais pas fait depuis bien 20 ans. Et j'ai pu voir certains paragraphes du préambule qui appellent l'attention et qui soulignent dans le préambule toute l'importance qu'on donne à certaines idées. Et ceci a constitué la base de la négociation en 1992. On a passé beaucoup de temps sur le transfert de la technologie, les ressources permettant aux technologies de déboucher sur des avantages à partager. Et c'est d'ailleurs assez frappant de voir tout ce qui a concerné ces questions lorsque la négociation était en marche. Alors, ici, vous avez les articles oubliés et même les obligations oubliées d'ailleurs dans la Convention, oubliées par beaucoup dans le Nord, mais aussi dans le Sud et par certaines parties prenantes aussi, y compris les négociateurs de la CDB. Et je ne vais pas passer en revue tous ces articles dans le détail, mais simplement vous montrer certains des thèmes qui sont couverts dans ces 4 articles. Par exemple, le 16, l'accès et le transfert de la technologie entre les parties, ce qui sont essentiels pour atteindre les objectifs de la Convention. L'accès et le transfert de la technologie d'une partie à l'autre. L'article 17, faciliter l'échange d'informations de sources publiques. L'article 18, encourager la coopération technique et scientifique dans le domaine de la conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles. Article 19, les parties prendront les mesures appropriées pour permettre une participation dans la recherche et le développement de la biotechnologie, en particulier par les pays en développement. Là aussi, on souligne l'importance du transfert de la technologie, permettre la mise au point des biotechnologies pour, en particulier, les pays en développement. Alors, le transfert de technologie dans les accords internationaux multilatéraux. D'après mon expérience, dans la négociation sur le transfert de la technologie au niveau bilatéral, régional, global, pour ceux qui négocient ces dispositions, ils ne sont pas experts en transfert de technologie, sont en général des diplomates ou des membres du ministère de l'Environnement de leur pays. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le transfert de la technologie est laissé pour compte dans la danse, si je puis dire, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et on peut dire, oui, mais c'est parce que les motifs sont un peu troubles. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent pour expliquer ce manque d'intérêt et ce manque de réalisation du transfert de la technologie dans la convention de la CDB ou dans d'autres. Et ceci inclut les compétences qui pourraient être transférées à des concurrents éventuellement. Et le fait aussi que beaucoup de pays développés n'ont pas la propriété intellectuelle qui découle de ces technologies. Le renforcement des capacités dans la Convention est assez limité, comme je l'ai dit, dans le cas du transfert des capacités. Il y a
des dispositions qui existent sur le sujet, qui a été discuté, mais surtout, il s'agit de législation qui permettent ce transfert plutôt qu'un véritable transfert technique, si je puis dire. Alors, l'aspect législatif n'est pas forcément pratique. Et les dispositions en question sont donc assez faibles, même s'il y a des exceptions dans des exemples bilatéraux ou régionaux. Ça ne suffit pas, à mon avis, pour réaliser, concrétiser la vision de la Convention en matière de transfert de technologie. C'est la même chose pour les protocoles de Carthagène et de Nagoya. Il y a des dispositions sur le transfert de la technologie, de l'information et le renforcement des capacités. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre de Carthagène, on se focalise sur ce qu'il ne faut pas faire. On évite, en quelque sorte, l'impact sur la population humaine des OGM. Il s'agit d'empêcher plutôt que de faciliter. En tous les cas, c'est l'interprétation que je peux donner. À mon avis, c'est le sens dans lequel va ce protocole. Pour Nagoya, il y a plus de facilitation, mais d'autre part, il y a aussi, à mon avis, cette idée d'éliminer la biopiraterie, l'utilisation intempestive ou l'accès illicite aux ressources naturelles. C'est pour s'assurer que certaines choses ne se feront pas. Mais aussi dans le protocole de Nagoya, comme celui de Carthagène, vous avez des dispositions sur le transfert de la technologie, de l'information et le renforcement des capacités qui ne sont pas faibles en tant que telles, mais qui ne sont pas vraiment très largement appliquées. Il s'agit d'empêcher plutôt que de faciliter, en d'autres termes, là encore. Alors, comme pour ces conventions, les articles dans les protocoles sur le partage de l'information, les mécanismes financiers, etc., existent bel et bien, mais il ne s'agit pas d'investissement à long terme, plutôt d'actions à court terme, surtout pour le protocole de Nagoya, l'application de certaines législations. C'est une bonne idée, bien sûr, mais au bout du compte, le renforcement des capacités a surtout facilité la vie des législateurs qui l'ont rédigé. Alors, où est-ce que se trouve l'ISN dans tout cela? Eh bien, l'ISN, c'est important, sinon on ne passerait pas autant de temps à en parler. Alors, est-ce qu'on veut l'ISN ou pas? Et on en discute justement, et c'est comme l'eau qui tombe sur votre toit, il faut bien qu'elle s'évacue quelque part. Même si vous ne voulez pas d'eau sur votre toit, il faudra bien qu'elle soit gérée pour empêcher les fuites. Alors, c'est peut-être une image négative que je vous donne, mais en fait, c'est la réalité. Alors, la question, pour l'instant, ne va nulle part. Et au fur et à mesure que la technologie avance, que l'information est de plus en plus précieuse, il n'y a rien qui se passe. Il me semble quand même que la question qu'on devrait se poser est, si on décide que l'ISN a besoin qu'on s'y intéresse, eh bien, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut en faire de cet ISN? Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce que l'ISN, question auquel on s'est beaucoup intéressé depuis plusieurs années, mais ce qu'on devrait se demander, c'est quelle devrait être l'utilisation de l'ISN? Qu'est-ce qu'on devrait en faire? À mon avis, l'ISN correspond au renforcement et au développement des capacités sur la biotechnologie et sur la biodiversité, et puis aussi dans le cadre du transfert de la technologie. On pourrait peut-être aussi poser la question, est-ce que l'ISN peut être mise au service des objectifs du développement durable? Je vous ai parlé de toutes les obligations de la Convention de ces protocoles,
est-ce que l'ISN peut faciliter les 3 objectifs de la Convention? Voilà la question que je pose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tim. Ça a été un aperçu général très intéressant sur le contexte dans lequel se reporter par rapport à tout ce débat. Et ce débat sur le renforcement des capacités à propos de l'ISN et de son utilisation. Vous avez remis dans le contexte de cette série de webinaires, c'est-à-dire d'avoir un discours politique pour voir comment l'ISN se situe par rapport à la biodiversité. Maintenant, on a parlé du contexte et nous allons passer aux détails de ce sujet. On va essayer de voir quelles pourraient être les capacités en question qu'il convient de renforcer lorsqu'il s'agit d'utiliser l'ISN et de jouer un rôle dans ce domaine. Et je vais donner la parole à Hartmut Meyer, qui mène l'équipe de l'initiative APA. Et Hartmut, la parole est à vous. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Hartmut Meyer. Je suis très heureux de voir tant de participants être avec nous aujourd'hui. Nous avons plus d'une centaine de participants, ce qui est très encourageant. Et je vais vous donner un aperçu très rapide de différents aspects des capacités dont nous nous occupons aujourd'hui. Quels sont les utilisateurs de l'ISN et quels seraient des exemples d'utilisation de cette ISN? Je vais vous parler des utilisateurs de l'ISN. Et je vais aussi vous montrer 3 exemples de recherches et de publications qui ont été faites de l'Afrique en particulier pour vous expliquer ce qui se passe en Afrique et ailleurs. Et puis, on pourra voir quels sont les genres de capacités dont on a besoin pour utiliser cette ISN. D'abord, l'ISN, la collaboration entre les bases de données sur le séquençage nucléotide international avec des banques en Europe de données, en Europe, au Japon, où se trouvent ces données du séquençage. Et on en a parlé dans le webinaire du mois de décembre 2020. Chaque minute, il y a un nouveau jeu de données qui sort, toutes les 6 minutes. Vous voyez les nombres considérables de séquençages qui sont déposés dans ces bases de données internationales et avec des milliers et des milliers d'utilisateurs chaque mois de ces données. Bref, un réseau considérable de personnes qui déposent les données et ceux qui les utilisent. Alors, il n'y a pas que la mise à disposition des données, mais ces bases de données distribuent également ces séquençages et encouragent les contacts avec les producteurs et les utilisateurs de ces données, avec aussi un aspect de formation à utiliser ces bases de données. Et l'infrastructure représente 50 millions de dollars par an pour les faire fonctionner. Cela pour dire que ceci représente beaucoup de financement et puis aussi une capacité énorme à entreposer ces données et à les distribuer. Qui sont les utilisateurs? Voilà des chiffres qui viennent d'une étude qui a été faite pour la CBD. En gros, il y a des utilisateurs dans le monde entier
mais il y a une concentration de ces utilisateurs dans des pays qui sont plus avancés en termes d'activités scientifiques. Les États-Unis, la Chine et l'Inde sont en tête de liste. On a aussi calculé que 3 à 5 dollars, c'est le montant de coût par utilisateur, et 50% des utilisateurs vivent dans des pays qui ne contribuent pas en fait au coût de cette infrastructure des bases de données. Et ceci peut être vu comme étant un avantage pour ces pays-là. On a voulu savoir l'origine de l'ISN, de quel pays proviennent ces ressources. Dans la majorité des cas, cette information géographique est disponible. La moitié de séquençage viennent des pays tels que la Chine, les États-Unis, le Canada et le Japon. Par le même biais, pour la biodiversité, des pays du Sud tels que le Brésil, l'Afrique du Sud, mais en grande partie, ceci ne couvre pas les autres pays. Alors très rapidement, nous allons passer à l'usage de cette information. Quels sont les exemples typiques qui ressortent des publications récentes faites par un groupe de chercheurs à l'ILRI au Kenya et en Corée du Sud? C'est le séquençage du bétail africain. Donc 12 espèces du cheptel avec le séquençage qui est ainsi développé, par la suite envoyé dans les bases de données, et cette information est accessible à travers le monde. Les chercheurs donc, ont examiné les génomes publiés dans ces banques, dans ces bases de données pour analyser ces données. Le résultat a été donc une analyse statistique très importante qui nous permet de voir l'évolution du bétail africain. L'objectif principal ici est d'ouvrir les possibilités à des programmes conjoints en utilisant ces données qui sont donc chargées sur ces sites pour le besoin du croisement de différentes espèces. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, les chercheurs étudient les microbes qu'ils trouvent dans les aquifères d'eau contaminée de certains sites situés en Afrique du Sud. Bon, ce n'est pas un travail très important, mais beaucoup plus isolé qui nous permet de déterminer la structure génomique de ces sites. Qu'est-ce que les chercheurs font? Ils identifient certains séquençages. C'est une méthode standard dans ce type de recherche pour identifier les différentes familles, les différentes espèces de ces animaux. Donc, pour ainsi intéresser les sociétés qui font le séquençage de l'ADN. Et ceci nous démontre également que ces capacités peuvent intéresser les prestataires de services, par exemple les universités. Et on utilise des logiciels traditionnels pour faire le séquençage et vérifier les données. C'est la recherche que nous avons faite dans la taxonomie pour voir quel serait l'usage futur des microbes
dans ce domaine. Pour terminer, nous avons une publication qui étudie les projections futures, de sorte à ce qu'on sache ce dont on a besoin pour appliquer la biologie synthétique. Et là, vous pouvez voir que nous avons plusieurs types de méthodes complexes qui ont été proposées pour bâtir les systèmes synthétiques microbiques des biosenseurs, de sorte que ceci aide les chercheurs et servent d'exemple pour le type de recherche qui a déjà été effectuée dans ces domaines et qui éventuellement nécessiterait des capacités importantes et la participation de plusieurs institutions pour que l'on puisse utiliser ces méthodes synthétiques. Il y a également plusieurs types où l'ISN est utilisé pour modifier le métabolisme des organismes. Donc, on arrive à obtenir des produits génétiquement modifiés pour proposer donc d'autres organismes, et nous rentrons dans le domaine de la biosécurité. Bien entendu que si ces unités microbiennes génétiquement modifiées pourraient être utilisées, et ce serait ainsi un moyen d'assurer la sécurité biologique de la présence de ces microbes et ne pas nuire à l'environnement par le même biais. Sur ce, donc, je termine mon survol et vous pouvez voir que beaucoup de recherches se poursuivent actuellement dans les pays en voie de développement, y compris l'Afrique. Donc, ceci propose des opportunités pour discuter davantage des capacités dont on a besoin pour utiliser cette nouvelle technologie. Well, and with this, I like to open our panel discussion. First, I'd like to introduce the three panelists. We have Amber Hartmann-Scholz. She's the Deputy Director of the Leibniz Institute of the German Collection of Microorganisms and Cell Cultures. Amber was instrumental in making this German collection the first registered ex situ collection under the EU ABS compliance regime. That means that, in brief, the accessions which are there and can be accessed publicly are accompanied by the necessary ABS documents, as, for example, the ABS contracts, as required by the provider countries, of course. She's also author of CBD studies and other work on DSI, and very much involved in the discussion of this topic in the recent time. Our second panelist is Ahmed Birouk. He is a professor at the Hassan II Institute for Agronomy and Veterinary Medicine in Rabat, Morocco. He undertakes research and training on genetic resources and also plant biotechnology. And he is a member of the Moroccan National Committee for Biodiversity and has participated in international meetings and African meetings for a long time. And finally, we have Sunday Igu Rox Akile. Sunday is based at the African Union Development Agency, NEPAD Regional Office in Nairobi, in Kenya. He's the Senior Program Officer for Legal and Policy on Biosafety Issues at the
Auda NEPAD office. And as the senior legal and policy officer, he leads regulatory development processes and policy processes on biosafety for the countries in the African continent. So with this, I like to start with Amber, actually. I think, Amber, you prepared? Yeah, I was getting confused. I thought that Ahmed was going to go before me, but I'm happy to jump in. And I was being tickled to turn on my camera, so I accepted the request. So, okay, here I am. And if you want me first, you got me. Careful what you wish for. Good morning, good afternoon to each of you out there. I'll try to speak slowly for the translation. I wanted to just start to the big picture, just to confirm what Hartmut said, which is that the use of DSI is fundamental to any kind of use of any type of biology, any kind of life sciences that you do nowadays. You have to use DSI probably at some point during your investigations. And this is just a very broad. Hartmut gave some excellent examples, and I was requested by the organizers to mention some of our own work that we do here at the DSMZ. So some examples in Ethiopia, we're working in high altitude ecosystems. We're really interested in so-called islands, biodiversity islands, where there's not a lot of exchange between organisms, and we're comparing those communities in the high altitude mountains to communities in Colombia, for example. So we have to have access to organisms and the use of DSI in both Ethiopia and Colombia. Through the European Virus Archive project, I spoke to colleagues this morning, actually working down in Pretoria in South Africa, that are looking at rabies viruses and exchanging them with the United Kingdom and a number of colleagues around the world to understand rabies viruses, right? Which of course, huge risk for children when they get bitten by a dog. So a really important thing. We can't see viruses, as you've learned. And so we have to be able to look at them with sequences because we cannot see them with our eyes. You all know about the pandemic happening. And then an example of colleagues here, there's been a really dramatic loss of cassava, which is a staple crop throughout much of Africa. And that's been caused by a new virus. And so we have colleagues here that are working on cassava virus. So just a couple of examples that came to mind in the last few months. I wanted to take a step back, and Hartmut's introduction is a great one, to say, and also connecting to what Tim had said, is the use of DSI a one-way street? You know, is this really an us versus a them, North versus South kind of situation, or is it not? And instead of talking about that from a belief point of view or from a policy perspective, I thought it might be helpful to look at it from a data point of view. I really believe in the power of data to tell a story. And the fundamental question that I've asked with colleagues here in Germany at the IPK and Gottesleben and with Guy Cochran at the EMBL EBI is, let's look at all 18 million sequences in the databases that have country information associated with them. Let's look at a couple 100,000 publications that cite DSI. So Hartmut and I have given you a couple of examples, but let's look at 100,000 all at once. And let's ask, where are those authors when they cite that DSI? Are they sitting in Nairobi? Are they sitting in Braunschweig, Germany? And where did the DSI come from? And that's the results of that question are in this slide. So you can see that here. So on the bottom, you're looking at where did the DSI come from, the genetic resource, not where it was sequenced, but the actual country of origin. And for simplicity's sake, because there's 200 countries in the world, we've broken that data down into 3 groups: BRICS, so Brazil, Russia, India, China, South Africa; G77, a placeholder for developing economies; and OECD, a placeholder for developed economies. And Amber, a little bit slower for the translation, please. Sorry, thanks a lot. Absolutely. My apologies. I told you that would happen, Hartmut. My apologies. So on the bottom, you're looking at where it came from, divided into 3 simple groups. On the left, on the y-axis, you're looking at the publications that cited DSI. So somewhere they're talking about malaria, they cited, we use these sequence numbers, and they had the unique identifiers in that publication.
And there's really three things that you can learn from this data. Sorry, and then the blocks within the graphs, I forgot to mention, are where the first author of the paper was sitting. Were they sitting in one of the middle income countries, low income, or in a high income countries? And there's three important things I think that we can learn and that hopefully inform the rest of our time together here today. So the simple answer is that the use of DSI is not a one-way street. So why do you know that? Because you can see for all three groups, of where the DSI came from, there are scientists in all parts of the world using that, right? So you don't see only turquoise here and only dark blue here, but there's an equal distribution. Another important thing that you look at and see from this is that scientists tend to use local DSI that they've generated and probably worked on, that they sourced from nearby. That's easier than going abroad and doing an international collaboration. So how do I know that? Because if the sequence data came from OECD countries, the biggest chunk of users is also from the OECD. And then if you look at G77, the biggest block in this graph is again the G77, right? So G77, the developing country scientists tend to use their own data more than the other groups. And again, the same trend in BRICS, right? So in each of these columns, the biggest amount of users, they're using their own DSI. This means it's not a one-way street that some... Ça veut dire que ça ne va pas dans les deux sens, que les scientifiques du Nord exploitent ceux du Sud, mais c'est une préférence qu'ont certains. Mais il y a des lacunes. Alors, l'ISN de l'OECDE est utilisé 3 fois plus que celle des BRICS ou des pays en développement. 13 700 pour les pays du BRIC, 7 500 pour le groupe des 77, mais 16 000 qui utilisent l'ISN de l'OCDE. Alors, c'est un problème au plan international parce que ce qu'on veut, c'est comprendre l'ISN telle qu'elle se présente dans le monde entier pour comprendre la diversité biologique du monde entier aussi. Alors, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de combler cet écart dans cette courbe. On veut avoir plus d'ISN des pays en développement et des pays émergents. Et on a pu voir que la Chine et les États-Unis sont en sombre. Mais si on veut comprendre la diversité biologique du monde entier, il faudra combler ces écarts. Et là encore, il y a la question de tous ces écarts. Il y a 40 à 5% de publications de moins dans les pays en développement par rapport à ce qui existe dans l'OCDE. Alors, si vous faites la somme du bleu, du turquoise et du vert, vous voyez qu'on a une différence considérable. Voilà quels sont les écarts qui existent, les lacunes, et je vais en terminer là d'ailleurs. L'ISN est un outil de développement très important parce que ça permet de faire un bond en avant. Ça veut dire que la technologie peut permettre au développement d'éviter toutes les phases par lesquelles sont passés les autres pays, comme par exemple le téléphone portable. Dans les pays en développement, on est passé directement au téléphone cellulaire pour pouvoir se connecter à l'Internet sans être obligé de passer par les lignes fixes. Donc, l'ISN permet de faire ce même genre de bond en avant parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir les équipements de séquençage à disposition. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ces possibilités de stockage parce qu'elles existent déjà ailleurs. Ce qu'il vous faut simplement, c'est savoir poser les bonnes questions. Et il y a c'est de remplir ces écarts et de voir comment on peut utiliser l'ISN pour faire ce bond en avant vers le développement durable en brûlant les étapes. Merci beaucoup. Je crois que ça a été une très bonne introduction vers ce qui se fait au niveau international. Et maintenant, je vais donner la parole à Ahmed,
qui, lui, va nous parler d'un travail plus concret et qui va nous expliquer ce qui pourrait être fait et quels sont les écarts à combler. You hear me? Merci, Hartmut. J'espère qu'on m'entend bien. Bonjour tout le monde et merci aux organisateurs de cette réunion très importante. Je voudrais partager avec vous quelques idées. I hope you see the presentation now. J'espère que vous voyez maintenant mon écran. Je voudrais vous parler des besoins en développement des capacités. Pour un chercheur comme moi qui travaille sur les ressources génétiques dans un pays en développement, j'ai toujours été confronté à cette difficulté de rassembler et de sauvegarder ces ressources génétiques. Alors, il y a l'utilisation physique qu'on doit en faire, et tout en restant dans les termes du protocole de Nagoya. Mais avec les données moléculaires qui sont maintenant disponibles, ce transfert de technologie maintenant devient beaucoup plus difficile. Il exige qu'on ait beaucoup plus de capacités pour permettre de suivre le rythme très rapide des progrès réalisés tout en respectant les termes du protocole de Nagoya. Il nous faut aussi développer la recherche au niveau national pour pouvoir utiliser les ressources génétiques et l'ISN, ce qui demande un grand effort de renforcement des capacités et une meilleure compréhension par les chercheurs de tous les éléments en présence. Il faut bien savoir quels sont ces chercheurs qui ont besoin de nouveaux séquençages, de nouvelles données pour faire leur travail. Et pour le séquençage, les codes barres pour la taxonomie, le séquençage, le forçage génétique, on a besoin aussi de transfert de technologie avec un certain nombre d'étapes à accomplir qui souvent ne peuvent pas être maîtrisées, demandent une analyse des données qui concernent l'ISN beaucoup plus poussée. On a besoin d'un accès amélioré à toutes les banques de données internationales aussi. D'autres capacités dont on a besoin, c'est les réseaux de recherche au niveau national ou régional qui doivent être disponibles et aussi le transfert des informations entre différents laboratoires parce qu'aucun laboratoire peut à lui tout seul accomplir toutes les étapes qui concernent l'ISN. Et il faut des liens également très importants entre le secteur public et le secteur privé parce que la recherche publique, en général, concerne l'accumulation des données, alors qu'au niveau privé, on parle plutôt d'appliquer les résultats de la recherche. Il y a différentes façons d'améliorer les infrastructures. On peut avoir, par exemple, des laboratoires plus orientés vers les services plutôt que la recherche fondamentale. Il s'agit là d'actions de renforcement des capacités dans le long terme pour lequel il faudra avoir une approche peut-être régionale ou sous-régionale qui permettra une meilleure utilisation des ressources humaines et des infrastructures qui existent. On pourrait penser, par exemple, en termes de centres d'excellence en ISN, et ceci pourrait être associé aux questions de biosécurité, en tous les cas pour l'identification des problèmes éventuels. Il faudrait aussi pouvoir faire la liste des activités déjà entreprises dans les pays, au niveau des régions aussi, et voir quelles sont les lacunes qui existent dans ces recherches. Il est important d'avoir une volonté politique à l'appui de ces actions de recherche. Et avec toutes ces conditions en présence, les chercheurs pourront travailler de façon plus efficace, avec moins de frustration et faire partie de la solution. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. Et je crois que nous pourrons revenir
s'est aperçu plus tard et voir qu'est-ce qui pourrait être fait dans ces différents éléments. Et pour terminer, je voudrais demander à Sunday s'il est là. Merci. Sunday va se placer dans un contexte plus régional et dans la perspective de la biosécurité qui concerne également l'utilisation de l'ISN. Nous lui avons demandé de nous dire quelques mots au sujet des capacités dans le contexte régional et comment elles pourraient être développées. Sunday, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je remercie tous les participants, tous les experts. Bonjour tout le monde. Comme on l'a dit, il s'agit pour moi de vous parler brièvement du cadre institutionnel qui existe dans les différentes régions en Afrique. Ceci pourrait nous permettre, ce cadre institutionnel, de renforcer les capacités dont on aurait besoin pour utiliser l'ISN. Dans la région Afrique, il est important de bien voir que la semaine dernière, l'orateur s'interrompt. On n'entend plus l'orateur. And research, as noted clearly in the Agenda 2063. Now, comme on a pu le voir dans l'agenda 2063 de l'UA, dans cet agenda 2063, on trouve une véritable vision pour l'Afrique, une Afrique en paix, menée par ses propres citoyens. Et cet agenda se base sur des aspirations. La première montre comment, en tant qu'Afrique, d'ici aux 50 prochaines années, nous devrions viser la prospérité, avoir un niveau de vie élevé, une qualité de vie élevée avec des citoyens bien formés, très forts en innovation, en recherche, en sciences. Cet agenda 2063 requiert des capacités importantes pour pouvoir atteindre ces objectifs. L'interprète s'excuse, mais le son est vraiment très mauvais. Alors, étant donné ces inspirations, on peut voir que la science, la technologie, l'innovation, la recherche sont au cœur même de cet agenda et de cette transformation socio-économique de l'Afrique, avec des citoyens bien formés, très compétents, avec un fort niveau d'éducation, qui se lanceront dans des activités de recherche. Alors, par rapport à l'ISN, ça veut dire un développement de capacités et qui permettra d'accélérer les travaux de recherche pour pouvoir réaliser cette transformation pour l'Afrique dans le domaine des sciences et tous les autres secteurs comme la santé, l'agriculture et d'autres encore. Et nous avons un plan d'action également qui va vivement encourager les activités scientifiques. C'est un plan d'action qui porte sur 20 ans. Et il y a beaucoup d'autres activités qui sont prévues aussi. Et nous avons un mandat qui a été confié aux différentes institutions de l'UA
qui permettront aux pays d'augmenter leur capacité réglementaire à appliquer le protocole de Carthagène en particulier. Ce protocole est censé instaurer un régime réglementaire pour permettre une bonne utilisation des outils de la technologie. Depuis une dizaine d'années, les pays se sont ralliés à l'UA et au NEPAD pour s'assurer qu'ils aient en place les capacités réglementaires et pour permettre de renforcer les capacités humaines et leur permettre de prendre des décisions à bon escient pour utiliser les technologies modernes. Tous ces outils permettront de protéger l'environnement, d'avoir une utilisation rationnelle de la biodiversité et puis aussi il y a d'autres aspects qui permettront de surmonter les obstacles dans le développement de l'agriculture en utilisant de nouvelles techniques qui amélioreront les variétés utilisées, qui amélioreront la productivité de nos cultures et aussi pour nous permettre d'améliorer la productivité. Nous pourrons ainsi avoir des informations à disposition qui nous permettront de renforcer nos capacités scientifiques. Et ainsi, on pourra sur le continent avoir un beaucoup plus grand accès aux informations génétiques du séquençage numérique en particulier. Et nous pourrons ainsi améliorer d'autres secteurs du même coup, comme l'agriculture, la santé et la conservation de la nature. Et ces informations nous permettront d'atteindre nos objectifs dont nous avons parlé. En bref, nous allons essayer, grâce aux institutions de l'UA, d'encourager les progrès dans un certain nombre de domaines en renforçant les capacités en termes de réglementation pour permettre aussi de mieux participer aux négociations, de faire connaître nos points de vue à propos de l'ISN, l'accès, le partage des avantages et toutes les autres questions évoquées par les protocoles de Carthagène et de Nagoya. Je vais en rester là, mais pour conclure, je pourrais vous dire que nous sommes très satisfaits des cadres institutionnels qui ont été mis en place au niveau régional et nous sommes satisfaits aussi des pays qui essayent d'intégrer ces réglementations dans leur législation nationale pour pouvoir se rallier à la position politique qu'a adoptée l'Union africaine. Merci beaucoup, Sandy. Nous avons donc maintenant entendu des présentations très intéressantes. Il y a des questions qui ont été posées et que je vais vous transmettre. Et j'espère que vous pourrez répondre à ces différentes questions avant que nous n'arrivions à la conclusion. J'ai une question à poser à Amber pour commencer. Il s'agit de l'origine de ces données. Est-ce que vous avez pu déterminer le pays d'origine alors que beaucoup de ces données n'en font pas état? Et certains continuent de refuser à donner des informations sur les pays d'origine. Alors, qu'en est-il? C'est une question très importante, Hartmut.
Et je pourrais répondre vite, 16% des jeux de données présentent une information sur le pays d'origine. Toutes les données sur le séquentage ne donnent pas ce genre d'informations. Il y a beaucoup de données humaines en particulier dans ces bases de données où on ne donne pas l'origine. Et puis, il y a aussi des échantillons qui remontent à un siècle ou plus pour lesquels on ne dispose pas d'informations sur le pays d'origine et des données plus modernes qui n'en ont pas non plus. Et il faudrait vraiment s'intéresser à la question. Ce n'est pas très simple. Ce n'est pas que les scientifiques refusent de donner ces informations, c'est plus compliqué que cela. C'est parce que le séquençage est une opération très complexe et les contacts entre les serveurs où sont déposées les données et la base de données sont automatiques et donc il n'y a pas forcément de possibilité de demander qu'on présente le pays d'origine. Alors, il faudra faire un travail considérable pour mieux gérer les données. Et quand mes collègues et moi-même vont regarder ces 23% pour lesquels il n'y a pas de pays d'origine, il y a aussi des centaines de publications sur le séquençage qui ne donnent pas l'information et c'est très difficile d'essayer de s'y retrouver parce que ces données sont réparties sur le monde entier. Believe that the loss of country data is not caused by misconduct, but rather. Il ne s'agit pas forcément de volonté délibérée de ne pas donner le pays d'origine. Souvent, il s'agit uniquement d'un problème technique, mais c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Une question pour Ahmed. Il y a un des participants qui a parlé de l'interface complexe entre la recherche sur l'ISN et l'équité. Alors, à part les capacités techniques dont vous avez parlé, dont on a besoin, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir un système de gouvernance pour l'utilisation de l'ISN? On devrait aussi développer les capacités en termes de gouvernance. En effet, c'est une question légitime, à mon sens. Est-ce qu'il y a différents bénéficiaires de ces renforcements des capacités et à ce moment-là, qu'en est-il de la gouvernance? Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que si on n'a pas de bonne gouvernance, eh bien, on ne s'en sortira pas. Nous avons besoin de coordonner les rôles et les responsabilités des instituts qui s'occupent de cette biotechnologie et d'ISN, comme au niveau régional d'ailleurs. La gouvernance, c'est extrêmement important que les aspects techniques, que les capacités techniques. The capacity building can be integrated. Le renforcement des capacités pourrait être intégré dans un cadre beaucoup plus large. Une vraie stratégie qui tiendrait compte des besoins des différents pays ou des différents instituts de recherche. Mais ces mécanismes de gouvernance sont très importants. Pour le Maroc, on a besoin d'une meilleure coordination pour l'utilisation de l'ISN. Thinking about that. Okay. Well, then I think we Et nous just y réfléchissons. link to. Oui, très bien. Ça nous amène à Sunday. Et Sunday, lui, a parlé de ce qui est fait en Afrique. Et nous savons que il y a deux domaines pour le renforcement des capacités. Il y a le développement des ressources humaines, les chercheurs, et aussi les fonctionnaires.
qui gère tout ça, mais en plus, ce qui est très clair d'après les exemples qui ont été cités, il faut qu'il y ait des capacités institutionnelles, une vraie infrastructure pour qu'on puisse vraiment utiliser l'ISN. Alors, j'aimerais vous poser la question, en Afrique, est-ce que l'Union africaine, le NEPAD et autres, est-ce qu'ils ont des programmes spéciaux visant à mettre en place des institutions africaines en recherche biologique, la taxonomie, recherche sur la santé et autres? Qu'en est-il des efforts qui seraient faits dans ce sens sur le continent? Merci. Alors, les efforts qui ont été faits ont été très apparents. Si vous suivez ce qui se passe, nous avons pour la biotechnologie 4 centres. L'Afrique du Nord, qui s'occupe essentiellement des produits pharmaceutiques. Pour l'Afrique de l'Ouest, ils ont un centre qui se concentre sur la biotechnologie. En Afrique de l'Est, il s'agit de la technologie mobile. Et en Afrique australe, ils s'occupent des aspects médicaux. Voilà les piliers qui ont été mis en place pour permettre au progrès de se réaliser. Nous avons aussi des centres d'excellence, ici ou là, qui sont encouragés au plus haut niveau et qui s'occupent d'activités très ciblées. Et à chaque coup, le renforcement des capacités est inclus pour les scientifiques, mais aussi pour les législateurs, le renforcement des capacités pour les régulateurs, pour qu'ils prennent des décisions à bon escient basées sur des faits scientifiques. Et il faudrait se focaliser là-dessus parce que souvent le problème est que lorsque des décisions politiques sont prises sur une base qui n'est pas scientifique, à ce moment-là, souvent, elles ne peuvent pas être suivies des faits et ne permettent pas une bonne utilisation de la technologie. Voilà pourquoi il faut que les décisions politiques soient prises sur une base purement scientifique et de plus en plus, c'est le cas. Et en 2007, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, une décision avait été prise au sommet qui reconnaît, par exemple, le forçage génétique comme une technologie permettant de lutter contre le paludisme. En bref, c'est au plus haut niveau qu'on est bien conscient de ces considérations et qu'un débat se tient, un véritable débat se tient. Et sur le continent, nous avons des groupements économiques régionaux, il y en a 5, et c'est à travers ces groupements qu'on peut s'adresser au niveau le plus élevé des gouvernements des pays respectifs qui sont membres de ces groupes. Merci beaucoup. Eh bien, je voudrais venir à la dernière question que je vais poser à Amber, qui concerne les utilisateurs de l'ISN. Parce que comme nous le savons, nous menons ces séminaires dans le cadre du débat sur le partage des avantages. Et le renforcement des capacités en la matière est très important. Et vous pouvez travailler dans des institutions Really look into the discussion now. It was qui travaillent suggested dans ce domaine et
on a suggéré que le renforcement des capacités pourrait être une forme de partage des avantages dans le cadre des régimes concernant l'ISN. Et lorsqu'on voit que le partage des avantages dans la CDB est considéré comme le partage des avantages tirés de l'utilisation de ces ressources, eh bien, cela veut dire aussi des avantages qui concernent les utilisateurs. Et en général, il s'agit de fonds publics, mais lorsqu'on parle de la CDB, les utilisateurs aussi devraient contribuer au partage des avantages et au renforcement des capacités. Ce sera la dernière question, en commençant par Amber. Qu'est-ce que vous en pensez, ce lien entre le partage des avantages et le renforcement des capacités? Oui. It's clear that DSI is not something that was on the minds of negotiators in 1992, as Tim talked about. He always thinks about physical resources, or even perhaps in 2010 when the Nagoya Protocol was negotiated. And it's clear this is where biology is happening. If you want to do biotech, if you want to do life sciences. C'est clair que c'est là que la biologie a lieu si vous voulez faire le séquençage des différents objets. Mais pour l'instant, pour que nous puissions ventiler ce message et pour que ce soit vu et que ce soit visible, que ce soit utile dans le contexte des politiques qui est la CDB, nous avons toujours eu au niveau international en tant que chercheurs où nous nous rassemblons en groupe de 40 ou plus scientifiques pour essayer de partager nos connaissances. La question qui se pose, c'est de savoir ce que l'on considère renforcement des capacités dans le contexte de la CDB. Si nous voulons le faire, il faudra créer un mécanisme qui nous permet de faciliter ce travail concerté et de disposer d'un cadre, c'est-à-dire de savoir comment suivre le parcours de certaines activités. Et puis l'idée de cette plateforme, par exemple, pour les marchés pour les scientifiques et essayer de faire la connexion avec les autres scientifiques à travers le monde. Par exemple, lorsque nous discutons des questions des bactéries résistantes, peut-être il y a quelqu'un au Brésil qui s'intéresse à des bactéries qui résistent dans des contextes désertiques, par exemple. Et ça pourrait être très intéressant. Et ça nous servirait de plateforme parce qu'on aurait à ce moment-là la capacité de suivre de près les connexions qui ont été faites des dollars et centimes. Et donc, il y a la capacité de faire mieux, de se dépasser et d'avoir une connaissance précise de la suite des opérations, plutôt que d'en faire juste un petit travail qu'on place dans un coin. Merci beaucoup. Merci. Nous avons fait beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de questions qui nous ont été proposées sur cette partie et comme d'habitude, nous ne pouvons donner la parole qu'à quelques personnes. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'organiser peut-être d'autres webinaires où nous allons essayer de collecter ces données et de développer d'autres mécanismes autour de ces questions et voir comment les améliorations pourront être proposées. Donc, nous sommes presque à la fin. Il nous reste 10 minutes. Je vous remercie pour votre contribution et surtout pour les idées que vous avez partagées avec nous. Et je voudrais donner le dernier mot à Chris, qui va nous faire un résumé, un condensé et nous proposer quelques idées sur ce que nous avons entendu et ce dont nous aurons besoin pour renforcer
les capacités dans l'ISN à l'avenir. Et puis, il y a un musée enfin, il travaille dans un musée au Royaume-Uni. C'est un taxonomiste qui utilise des conceptions pour sa recherche et travaille dans la taxonomie dans le cadre de la CDB. Et il a co-présidé des groupes d'experts techniques en 2020 et il a publié beaucoup d'ouvrages. Donc, c'est un ténor dans ce domaine et je suis ravi de l'avoir parmi nous. Et je lui donne la parole pour proposer donc le dernier mot sur ce thème ô combien intéressant. Merci de cette présentation. Bon, bien entendu que je suis enrodé, mais je continue d'apprendre. Donc, d'abord, il faut peut-être essayer de résumer ce que j'ai entendu et essayer peut-être de partager ce que j'en pense. Nous ne parlons pas tout simplement du renforcement des capacités de l'information de séquençage, parce que c'est dans un contexte de la CDB qu'il faut tout placer. Et par le même biais, donc, voir quels sont les objectifs de développement du millénaire et comment ceci se rapporte au travail que nous faisons. Donc, nous avons besoin de tous les outils dans notre boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, nous pourrons alors puiser les éléments qui sont nécessaires pour faire avancer le dossier. La capacité n'a pas avoir une utilité que si ça répond à un besoin précis. On peut parler de l'ISN, mais si c'est dans l'abstrait, bon, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Tu m'as dit que ça peut nous aider à renforcer les objectifs de la CBD pour le soutien que nous voulons apporter au personnel. En 2017, le secrétaire exécutif avait demandé au gouvernement des pays usagers à travers le monde de nous dire ce qu'ils pensent des différentes dispositions de la Convention. Bien entendu, des réactions très intéressantes ont été obtenues, recueillies, et c'est clair que l'utilisation de l'ISN est utilisée pour répondre aux objectifs de la Convention et pour soutenir les domaines thématiques de la Convention et les questions transversales de la Convention et vice-versa. Je suis taxonomiste et je travaille sur différents aspects de l'ISN dans le contexte des espèces envahissantes et des éléments clés qui nous permettent de mieux gérer la biodiversité. Cependant, est-ce qu'on peut les utiliser au plus haut niveau de leur potentiel maintenant? Peut-être pas. Dans la présentation d'en bas, nous avons été saisis du fait que les sources de l'ISN et les publications et leur provenance indiquent que si c'est des publications scientifiques, bon, il faudra que l'on détermine là où on peut les trouver et quel usage en faire. Alors, dans les articles qui nous ont été proposés, et je pense à l'article 17 sur l'échange d'informations, je sais que beaucoup de choses se passent dans le domaine de l'échange d'informations qui ont été en fait libellées et répertoriées dans le cadre de la CDB. Donc, l'information, l'échange d'informations sur les SN, et bien entendu, on retrouve ces informations dans multiples bases de données. Et très utile, Tim a parlé de la normalisation. Et nous avons 4 articles et les données sont partagées, mais on n'insiste pas assez sur l'usage et ses applications. Le livre est très intéressant et j'adore les livres, mais au cas où je ne peux pas me rendre dans une bibliothèque où je ne peux pas lire, c'est important de faire en sorte que les intéressés soient aptes
avoir accès à des bibliothèques, et c'est très important. Et être en mesure de télécharger les données, de les utiliser de façon adéquate et de les appliquer. Donc, tous ces articles, dans le contexte du développement des capacités, devraient nous pousser à travailler ensemble pour que nous réussissions dans nos objectifs. Parce que ce que nous faisons maintenant ne suffit pas. Il faut s'assurer que la capacité soit présente et qu'on l'utilise à bon escient. Capacité à un certain niveau dans beaucoup de pays, mais ça ne suffit pas parce qu'il y a des écarts importants. Donc, lorsqu'on réfléchit à ce à quoi ça ressemble, et là, beaucoup de détails sur le renforcement des capacités et l'importance que nous devons lui apporter. Je pense par exemple, on avait organisé un atelier qui avait rassemblé 45 pays sur des études de l'ADN et des études qui avaient été financées pour renforcer les capacités, pour s'attaquer aux véritables problèmes. Mais comme on l'a dit, je crois, le renforcement des capacités à plusieurs niveaux. Au niveau individuel, c'est la formation des particuliers pour qu'ils puissent marquer la différence. Ce n'est pas systématique, mais de façon générale, lorsqu'on parle de l'usage des ressources génétiques, de l'ISN, dans le cadre de renforcement des capacités, c'est à ce niveau-là. C'est la formation des individus qui est d'importance capitale. Mais ça ne suffit pas si les gens n'ont nulle part où aller. Donc, le prochain niveau, c'est de s'assurer qu'il existe des centres d'accueil institutionnels pour ces personnes qui peuvent aider leurs scientifiques à donner les résultats idoines et que les activités soient durables. Et cet aspect pérenne doit être doté d'un cadre et l'aval des gouvernements ou des institutions et la reconnaissance par les gouvernements de la façon dont cette capacité cadre avec leurs besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on parle également dans le contexte de l'agenda 2063 en Afrique. Très clairement, comme Sandy l'a dit, ceci va fournir un domicile pour le renforcement des capacités. Et donc, la nécessité de ces capacités doit être reconnue et on pourrait alors la placer dans les endroits appropriés. Donc, l'agenda 2063, et il faut réfléchir à l'époque qui suivra. Lorsqu'on s'intéresse au projet de texte que nous avons maintenant, de cadre que nous avons maintenant, il y a un autre risque important, c'est-à-dire de travailler en silo. Alors, lorsque les choses sont traitées de façon disparate, alors que ça devrait être un effort concerté pour que nous puissions arriver aux objectifs que nous nous sommes assignés dans notre quête de la protection de la biodiversité. Si vous concevez un projet, à quel niveau est-ce que vous aurez besoin de l'ISN pour répondre à vos besoins et objectifs? Donc, lorsque je regarde cette capacité en ISN, quels sont les objectifs? Qu'est-ce que nous attendons de ce projet? Nous devons résister au potentiel d'isolement et que l'on puisse s'intéresser aux différentes capacités, renforcement des capacités et autres initiatives. Donc, réfléchissez aux objectifs, ce que nous pouvons réaliser, la conception des projets, etc. et la gestion. De cette façon-là, nous pourrons générer et faire bon usage de la science et des objets clés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chris, de ces éléments intéressants.
Merci pour toutes ces questions et tous ces points qui pourraient être examinés dans les discussions futures. Ça nous permettra de revenir à ce que vous aviez dit, comme j'avais déjà mentionné. Merci beaucoup pour tous ces efforts. Il y a quelques éléments de plus à gérer. Sandé Akil, est-ce que tu ne peux pas faire quelques remarques de clôture au nom de la Commission de l'Union africaine? Je vais peut-être vous donner un petit rappel sur ce que nous attendons dans les conférences à venir. Oh, thank you very much. I'm sorry for that. Je m'excuse de ce petit hiatus. Encore une fois, je remercie tous les participants, les experts si présents. Mesdames et messieurs, grand merci. Ça a été un véritable plaisir pour moi de prendre la parole devant vous au nom de l'Union africaine et au nom de notre leadership pour avoir pris part à cette réunion virtuelle. J'aimerais exprimer mon appréciation la plus haute pour l'organisation de cette réunion parce que nous pensons qu'il y aurait pu y avoir d'autres occasions qui concurrencent celle-ci. Donc, les efforts se poursuivent sur la CDB, mais étant donné que vous avez pu consentir ce temps, ça nous encourage beaucoup et c'est louable. Ces recommandations sont très utiles, très pointues, et ça nous permettra de recueillir l'information nécessaire que nous allons, nous pensons, vous allez partager avec vos capitales, avec vos organisations, et nous espérons que ça sera utile. J'exprime mon appréciation au nom de notre leadership et que je m'adresse à tous les partenaires pour leur soutien inébranlable qui fait en sorte que nous puissions tenir ces réunions. Nous apprenons davantage et ceci permet à un nombre de gens de participer à ces activités à l'avenir. Comme je l'avais dit dans mon discours, le renforcement des capacités est quelque chose de très important dans le contexte de l'ISN et ça reste une activité clé, surtout pour la mise en application de la CDB et de ses protocoles. Donc, l'AOUDA travaille de façon concertée avec les partenaires pour travailler, comme ça a été le cas dans les décennies passées, pour soutenir les pays membres à renforcer leurs capacités et la capacité des chercheurs, des régulateurs, pour qu'ils puissent être en mesure de mettre en application le protocole. Et ceci a été dans le domaine du protocole de Carthagène, qui sert donc de référence. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'ISN dans cette conversation sur le renforcement des capacités, ceci reste très important. C'est une discussion importante que nous pourrons utiliser à l'avenir, comme Chris d'ailleurs l'a dit dans sa proposition, pour nous aider à développer les mécanismes nécessaires pour nous aider à renforcer ces capacités et la mettre à la disposition des personnes et institutions cibles. Parce que les capacités ont été renforcées dans le domaine du transfert des connaissances. Et nous aiderons à faire bon usage et analyse de cette information sur les séquençages qui reste un aspect clé pour nous, comme je l'avais dit auparavant, et pour l'Afrique tout entière, pour le CDC, parce que c'est un domaine très important et ceci rejoint les objectifs de l'agenda 2063. Nous demandons de renforcer les capacités humaines, de sorte que d'ici 2063, nous ayons une Afrique qui soit informée, qui soit en mesure d'être le ténor de différentes activités, être en mesure de répondre présent dans l'espace
internationale et nous aider à transformer nos pays socialement et économiquement. Sur ce, je termine mon propos tout en remerciant les experts qui ont été en mesure de participer à cette réunion et de déployer les efforts nécessaires pour partager avec nous cette information. Merci, merci infiniment. Merci, c'est à mon tour de clôturer. Merci en tout cas d'avoir dressé ce tableau panafricain. Alors, qu'attendons-nous de plus? Il nous reste une autre activité à attendre, c'est-à-dire un webinaire thématique le 16 juin. Alors, mettez-le dans votre calendrier et faites en sorte que vous ayez accès au lien. D'ailleurs, le lien est là dans le chat. Et ça sera très intéressant parce que nous pourrons examiner les applications commerciales et les questions ayant trait à la propriété intellectuelle dans l'utilisation de l'information sur le séquençage numérique. Nous travaillons sur ce programme et je peux déjà partager avec vous le fait que ça sera très intéressant, un amalgame donc de points de vue et d'appréciation, et tout aussi bien que le partage des données. Donc, le prochain dialogue, le deuxième dialogue mondial se fera sur invitation et se fera au mois de juillet. D'abord, nous aurons une activité de lancement sur le dialogue mondial et nous serons heureux de faire un rapport sur tout ceci dans les groupes de travail. Donc, c'est pour évaluer les options de politique, les critères qui sont partagés et qui sont développés par beaucoup d'intervenants, y compris le secrétariat de la CDB. Et d'ailleurs, vous pourrez les obtenir sur le site web qui a été présenté ici, donc sur ce transparent. Je remercie tout le monde. Je vous remercie de votre patience, de votre intérêt, des questions très intéressantes qui ont été posées. On va travailler sur tout ceci et je voudrais exprimer ma gratitude aux présentateurs, aux membres du panel, aux modérateurs et à Chris qui nous a aidé donc de faire le point sur tout ce qui a été fait aujourd'hui. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui est arrivé à point nommé. Merci beaucoup et à bientôt.